on évoquait le concours donc conservateur du patrimoine qui est organisé. Les inscriptions étaient jusqu'au 29 avril pour des épreuves qui ont lieu en mois d'août, donc avec une centralisation des épreuves qui est sur Paris. Le concours d'attaché de conservation du patrimoine, le concours que moi je possède, donc c'est ce fameux concours qui vient d'être repassé à une organisation tous les 4 ans. Pourquoi ? Les candidats qui réussissent le concours, on sait très bien qu'un concours tout au long de la vie, Christelle, tu l'as redit, avec de se dire qu'il faut passer les concours le plus tôt possible à la sortie de l'université, c'est un peu ton propos, mais après on peut y revenir tout au long de la vie, mais c'est vrai que l'investissement humain et en temps, on fait sa journée de travail, on est gestionnaire de famille, on a cet investissement, on veut donner cette conquête là de concours. C'est vrai que c'est un investissement qui est long et on a des personnes qui réussissent le concours, qui sont récipiendaires de ce concours, mais malheureusement ne trouveront jamais de poste dans les collectivités territoriales, puisque ça, il faut le retenir, dans les collectivités territoriales, réussite au concours ne veut pas dire poste. Il faut chercher son poste. Donc, lettre de motivation, CV, et puis vraiment, et là, sur une échelle, tout à l'heure, Nicolas parlait de mobilité, c'est vrai que sur la recherche d'emploi, on est bien sûr au niveau, sur des directions, sur des postes dans des institutions importantes, soit service des publics, soit chargé des collections. Ça peut être des catégories A, et là on est vraiment à l'échelle nationale. Donc il faut être dans une mobilité. Ça aussi c'est important de ne pas se tromper lorsqu'on veut s'investir dans cette filière, la filière culturelle, et dans la dimension concours, il faut bien mesurer tous ces aspects. Alors passer à 4 ans, parce que malheureusement nous avons trop de reçus collés, c'est-à-dire ces personnes qui ont réussi le concours, mais malheureusement n'ont jamais trouvé de poste, puisque du coup il y a un numerus clausus. Et voilà, parfois on ne trouve pas, et c'est toujours on est toujours triste, malheureusement, de voir des postes ou des personnes qui ne trouvent pas du tout de poste. Donc voilà pour les concours. Donc catégorie B, où il y a une réforme importante, peut-être qu'on pourra en reparler. Et puis effectivement, catégorie C, où on peut rentrer sur des missions directement dans les institutions et gravir ensuite par biais soit d'examen professionnel ou les concours en externe. Alors, monsieur Woufou, voilà la réponse 6%. Il n'y a pas un concours de médiateur culturel, c'est vraiment un grade, c'est les fameux grades dont on parlait. Voilà, donc tout dépend. Il y a des postes, si vous regardez, je peux vous donner ce conseil, soit dans les bibliothèques ou effectivement à la Cité des Métiers, de pouvoir aller regarder, je pense à la Gazette des Communes, qui est cette revue... on peut la trouver, je pense, en bibliothèque. C'est une revue pour l'ensemble des collectivités territoriales, donc pour la fonction publique territoriale et hospitalière également. Du coup, vous avez des annonces d'emploi. C'est assez intéressant d'aller voir un petit peu le libellé des annonces d'emploi. Vous pouvez sur Internet les trouver également sur talent.fr, où on retrouve les mêmes. Mais également, je pense à une revue comme Télérama, où vous pouvez voir les annonces d'emploi. Alors, c'est là où vous verrez un petit peu la diversité des appels justement à candidature. Ça peut être un poste de catégorie A, où on va appeler justement pour un poste de service public. C'est souvent le terme qu'on retrouve, le générique, service public, ou un service de médiation. Le plus souvent, c'est plutôt sur des postes de catégorie B. Mais voilà, c'est vraiment une diversité, je dirais, de structuration. On l'a dit tout à l'heure, ça dépend vraiment de la typologie du musée, de la taille du musée, la taille du territoire sur lequel est posé l'établissement ou l'équipement culturel, comment est-ce qu'il va être imaginé. Dans les derniers nés des musées en France, je pense au MUSEM. Au MUSEM, il y a plusieurs, dans le pôle des publics, il y a plusieurs responsabilités qui sont partagées par rapport au public. Et donc, on retrouve des strates et des fonctionnements qui sont bien différents de ce que nous connaissons dans nos institutions qu'on représente ce soir. Donc, pour médiateur culturel, voilà la réponse. Après, c'est peut-être dans la formation. Alors, un master pro est davantage conseillé qu'un master recherche. Tout dépend de la construction de votre CV. C'est vraiment à la personnalité, et c'est ça qu'on doit sentir dans les CV qu'on reçoit
Tout à l'heure, Nicolas le disait, la 5e patte, ben, c'est ça qu'on cherche aussi. Hein. On a des CV très lissés qui se ressemblent, les mêmes formations, les mêmes processus de formation. Hein, ce qu'on cherche, un master recherche, ça peut être très intéressant hein, de voir je pense à un service des publics, ça peut être... je ne serais pas catégorique de dire non, ce n'est pas un master recherche. Un master pro, inévitablement, et Christelle, tu l'as dit, c'est cette diversité de professionnels qui interviennent dans les masters pro qui donnent à voir peut-être une conception rapide, puisque c'est en quelques mois, hein, en 8 mois, on va avoir là, cet entonnoir de la vision du fonctionnement des institutions culturelles pour ce qui nous intéresse, les musées, hein, et de voir comment c'est un peu structuré. Nicolas, on l'a dit tout à l'heure, dans les expériences européennes que Frédéric a pu avoir, on voit bien que c'est en constante évolution. Il y a vraiment... là, c'est quelque chose qui est très mouvant. Tout à l'heure, on parlera d'ouverture de données, très certainement. Voilà, on voit bien qu'il y a des champs et des constructions de parcours qui sont vraiment très différents. Je ne serais pas aussi catégorique que ça. De dire un master pro, c'est plus porteur. Inévitablement, on se crée un réseau peut-être plus facilement et qui va donner tout de suite une porte d'entrée et une visibilité. En région Bretagne, du coup, nous sommes fédérés par une association qui s'appelle Bretagne Musée. Nous en sommes une petite illustration, c'est-à-dire sur le territoire des Côtes-d'Armor, nous sommes 3 musées labellisés Musées de France. En Finistère, ils sont 13. En Morbihan, ils sont 9 et en Ille-et-Vilaine, 7. Donc nous sommes vraiment très peu en Côte-d'Armor, donc 3 musées labellisés Musées de France, et avec effectivement une actualité importante à Lamballe, qui a été pendant très longtemps un musée associatif, hein, qui a changé de statut. Donc travailler en musée associatif, Christelle, tu l'as dit, hein, on peut rentrer avec un profil, je dirais, de même parcours de formation, mais du coup l'appel à candidature est différent puisqu'on est sur un contrat de droit privé, voilà, où on répond à une annonce. Alors, en région Bretagne, je suis en train de faire rapidement le tour. On a eu énormément de modifications hein, depuis 2009. On a eu énormément de changements de direction, donc de directeur conservateur, de conservateur adjoint, et aussi énormément de changements de statut. C'est la grande actualité. Donc Lamballe, le GIP, je pense à Concarneau, le musée de Concarneau qui est rentré maintenant dans la communauté d'agglomération Concarneau agglomération, elle porte ce nom. Et donc avec le musée de Pont-Aven, peut-être que vous avez entendu parler de l'actualité puisqu'en région Bretagne, hein, c'est le dernier né l'année dernière avec une réouverture au mois de mars. Quand le musée de Pont-Aven a réouvert, notre collègue Estelle Guy-Début qui dirige le musée de Pont-Aven a pris la direction également du musée de Concarneau. Donc là, on avait un musée associatif qui a basculé. Et en musée associatif, je pense qu'il faut aller Finistère pour trouver encore, mais avec des statuts qui sont en train de changer. Donc on voit bien dans la mouvance tout à l'heure que j'évoquais du contexte des collectivités territoriales ou des associations, hein, de plus en plus, se pose la question, hein, peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question du droit. Il ne faut pas sous-estimer, hein, dans nos quotidiens, on est toujours confronté à des questions de droit, qui plus est quand on est en gestion de collection. Et on est en questionnement aussi sur cette notion de droit lorsqu'on parle de statut, changement de statut juridique, de fonctionnement. Ça, c'est extrêmement important. Et lorsqu'on a des collections qui sont au cœur même du débat, ça, c'est vraiment très important. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a sur la pérennité, Christelle l'a dit, hein, on doit transmettre, nous sommes dans un processus de transmission de patrimoine, quel qu'il soit, archivistique, bibliothèque, archéologique, nous sommes que des passeurs. Donc on est dans ce processus-là de pérennisation, il faut transmettre pour les générations futures un patrimoine et on doit se donner les moyens qu'on a déjà évoqués, conservation préventive, curative, et voilà, les statuts aussi hein, juridiques sont très importants. C'est une tendance que l'on voit hein, quand on travaille avec nos collègues. Alors je prends cette casquette de Bretagne Musée, qui est cette association qui fédère les 35, bientôt 36 musées labellisés Musées de France en région Bretagne. J'en suis la trésorière, donc on est structuré comme une toute association et loi de 1901. Et l'idée c'est de valoriser voilà, sur la région Bretagne. Par ce biais, peut-être vous la connaissez, cette revue qui s'appelle Itinéraire. Alors c'est encore l'exemplaire de l'année dernière, ceux de 2017 ne devraient pas tarder à arriver. Donc c'est là où vous pouvez découvrir toute l'actualité des musées, ce qu'on y fait, effectivement, notre
média favori pour aller à la rencontre des publics, à savoir les expositions, mais on ne fait pas que ça. Hein, donc tout est un peu expliqué à l'intérieur. Et dans ce réseau, on voit bien, avec l'échange des autres réseaux, je pense à la région PACA, la région Languedoc-Roussillon, qui nous renvoyait aussi ces questionnements-là, puisque du coup, nous, on a fait une grande opération, on a réfléchi au statut de l'association, qui était réservé avant tout sur un statut de conservateur, à la base, et qui a posé beaucoup de questions, puisque parfois il y a de la non-représentativité par des charges de travail ou par ne pas ressentir le besoin de ce réseau, et d'ouvrir plutôt l'association à l'ensemble des personnels scientifiques, qu'ils soient vraiment en gestion des publics ou en gestion des collections. Donc, ce qui va doter un réseau plus fort, et on est en train de vraiment d'œuvrer là-dedans. Donc c'est ce qu'on perçoit un petit peu dans tout, un peu sur le territoire national. Alors je vais te donner un contre-exemple. On a dernièrement sur une annonce d'emploi sur Nantes, sur notamment le château des Ducs à Nantes, puisque le château des Ducs à Nantes est rentré en gestion sous un grand statut qui s'appelle aujourd'hui le Voyage à Nantes. Donc c'est une structuration économique, gestionnaire, où il y a plusieurs entités, plusieurs établissements. Donc le musée, le Château des Ducs fait partie de cette institution. Et dernièrement, dans les échanges, un candidat malheureux pour ce poste avait tout bien, c'est-à-dire tous les concours, tout ce qu'il fallait, mais on cherchait un contrat de droit privé. Donc il fallait qu'il se mette en disponibilité de la fonction publique territoriale pour pouvoir prétendre à la mission. Bon, voilà. Quand je dis on est dans des moments de mouvance, voilà, il faut suivre cette actualité. Je pense que la Cité des métiers peut y répondre, de voir un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, dans les structurations, hein, les EPCC, les GIP, voilà, dans les questionnements, on voit bien qu'il y a une évolution aussi sur les statuts, hein, sur ce qu'on recherche comme profil. Lamballe, c'est un GIP, hein, donc un groupement d'intérêt public de droit privé qui recrute des personnes de droit privé. Moi, pour ma part, j'ai eu mon concours, je parle de mon cas personnel, rapidement, mon concours en 2014 de la fonction publique territoriale. Je suis actuellement stagiaire de la fonction publique territoriale de la collectivité Lamballe Terre et Mer, mais je ne suis pas certaine de pouvoir continuer à l'être. C'est-à-dire que peut-être que je prenne une disponibilité, effectivement, pour continuer à travailler pour ce groupement d'intérêt public. Voilà, j'en suis là. Donc, les concours, oui, mais... C'est vrai que les collectivités ont, c'est constitutionnel, la liberté d'administration, c'est-à-dire qu'elles peuvent choisir en gros qui elles veulent. Bon, il faut que la personne soit inscrite sur une liste d'aptitudes, c'est-à-dire quel est le concours. L'idéal, c'est que le grade de la personne corresponde à l'emploi. Mais je pense que les collectivités, et c'est d'autant plus vrai si elles sont petites, sont assez flexibles de ce point de vue-là. C'est-à-dire, vous pouvez aussi venir de la filière administrative, et finalement, si votre parcours correspond à un emploi lié au musée, peut-être que la collectivité fera le choix de vous embaucher. L'intérêt d'avoir un concours, c'est aussi que vous êtes nommé à un grade qui correspond à une rémunération. Donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance d'un point de vue salarial en fait, mais ça peut être aussi une piste à explorer, passer les concours administratifs. La filière technique peut-être moins, à moins que vous souhaitiez être agent technique dans un musée. C'est des postes à défendre. Le agent technique dans un musée, en effet, c'est des profils, il en faut pour tous les goûts, mais un agent technique dans un musée, c'est un métier extraordinaire pour des gens qui sont dans le fer. Je veux dire, c'est quelqu'un qui va toucher à la menuiserie, à la métallurgie, à la scénographie, l'éclairage. Donc, monter une exposition, donc si on est sur des petites équipes, c'est des gens qui vont toucher à quasiment tous les corps de métier dans la fabrication. Et pour avoir quelque chose qui est un produit fini, terminé, monté, à présenter au public. Et ça, pour des gens qui ont une sensibilité technique, c'est des postes il y a des gens qui y trouvent grand plaisir, en tout cas, dans ces postes techniques. En filière administrative, on va avoir, en effet, du coup, c'est des musées peut-être un petit peu plus étoffés, mais
une responsabilité de boutique, par exemple, donc d'accueil et de boutique. On va être sur de l'accueil multilingue, donc accueil public de manière générale et gestion d'une offre commerciale en rapport avec ce qu'est le musée, donc plutôt dans un domaine culturel. Et ça, du coup, ça peut être des postes aussi passionnants qui ne sont pas dans les cœurs de métiers qu'on a décrits, de la conservation, de la programmation culturelle, tout ça, mais qui sont du coup en lien avec la culture et qui sont relativement riches, quoi. Un parcours se construit au fur et à mesure. Lorsque vous êtes embauché par une collectivité, l'intérêt c'est de pouvoir aussi bénéficier de disponibilité ou partir en détachement. Ça a été par exemple mon cas, j'ai pu partir pendant 4 ans à l'étranger via un détachement. Ça c'est intéressant, ça permet aussi de voir un peu ce qui se fait ailleurs, de changer d'ambiance, d'environnement professionnel. Donc ça c'est intéressant, le côté mobilité qu'offre la fonction publique en général. C'est-à-dire, une fois que vous avez votre concours, vous pouvez changer de collectivité, vous pouvez aussi passer à la fonction publique d'État, c'est possible, et travailler pour un grand musée, par exemple. Sur le côté administratif, je pense sur des annonces que l'on peut voir paraître, sur ces catégories A, en administrateur ou en attaché territorial, on peut avoir des appels sur des institutions bien sûr beaucoup plus importantes que celles qu'on représente ce soir, mais on peut être sur des postes justement sur la commande publique, sur les aspects de marché public, puisqu'on a un vocabulaire qui est calqué sur la commande publique et les marchés publics. Quand on travaille pour une exposition, quand on fait une consultation de scénographe, on va avoir toutes les phases, ce qu'on retrouve comme vocabulaire: esquisse, APS, APD, pro, dossier de consultation des entreprises. Ça, c'est vraiment, on retrouve. Donc, on peut avoir des postes en catégorie A ou B, en rédacteur, également en administratif. Je pense au musée des Beaux-Arts de Rennes, où il y a ces postes qui existent en commande publique, en marché public, en administration générale. On peut retrouver. Donc on voit de plus en plus des postes de direction de musées également qui sont où on appelle des postes d'administrateurs. Sur des grandes institutions aujourd'hui, mais on voit effectivement des annonces passer pour la filière administrative. Alors après, dans des stratégies, puisqu'on peut avoir des stratégies aussi, effectivement, sur la fonction publique territoriale, ce que la fonction publique territoriale offre comme possibilité, on l'a dit, la mobilité, bien sûr la garantie de l'emploi. On peut avoir des stratégies de passer des concours de la filière administrative. On voit de plus en plus de candidats se présenter sur des postes avec effectivement un concours d'équivalence, c'est-à-dire en catégorie A. Et c'est là où on va questionner le CV. Tout à l'heure dans ma réponse où j'ai dit que j'étais pas catégorique, parce que c'est vraiment au CV, c'est vraiment par rapport à votre parcours personnel que vous allez construire, avant tout. Pour rebondir sur la question des musées privés, c'est vrai que la manière dont on gère les collections, c'est vrai qu'il y a quand même une ligne très nette, et c'est vrai que du coup, en musée avec l'appellation Musée de France, on a un certain nombre de normes, maintenant qui sont actées dans la loi en plus, en termes de restauration. Donc c'est vrai qu'on est forcément en lien avec des restaurateurs et des restaurateurs agréés. Donc voilà, il y a quelques formations en France qui forment au métier de restaurateur, et donc nous on se retrouve à être à l'articulation avec ces gens qui ont un savoir et technique et historique qui vont intervenir directement sur les œuvres. Donc c'est vrai que nous on s'arrête assez tôt en fait dans l'intervention sur les œuvres. Donc on a parlé de conditionnement, on a parlé éventuellement de nettoyage, dépoussiérage. Donc voilà, notre principe à nous, dans notre pratique, c'est de dire on s'arrête là. Et donc après, on travaille avec les restaurateurs, donc qui sont issus de ces formations très, très techniques, scientifiques, chimiques, entre autres, donc qui vont savoir exactement ce que tel produit fait sur tel matériau, qui vont être répartis par grande typologie, même par matériaux. Du coup, on a des restaurateurs photo, restaurateurs dessin, restaurateurs peinture, mobilier, métal, donc ces grandes spécialités. Et donc qui, eux, vont intervenir vraiment directement sur les matériaux, donc soit pour de la stabilisation, soit pour de manière un petit peu plus esthétique, pour revenir sur la présentation de l'œuvre en tant que telle, quoi. Notre rôle à nous, c'est de pouvoir identifier ce qui ne va pas dans les collections. C'est-à-dire d'être là pour dire « Ah mince, j'ai une infestation d'insectes, là, ah zut, là j'ai des moisissures ». Donc c'est à nous, en fait, de
de prendre en compte ce problème et de faire en sorte que, voilà, de le résoudre, quoi. Et après, on prend contact avec ces restaurateurs qui viennent venir faire une expertise, un bilan de ce qu'il y a à faire, etc. Et en plus, après, il faut budgétiser tout ça, faire passer ça devant les commissions de restauration. Hein. Il y a des commissions qui valident aussi tout ça. Ce qu'on appelle, bon, alors je ne vais pas rentrer dans un truc technique, mais le FRAR et le FRAM, le Fonds régional d'acquisition, ça c'est pour les acquisitions, et le FRAR c'est pour les restaurations. Donc tout ça passe devant des commissions. Il y a 2 commissions par an pour chaque, que ce soit pour les acquisitions ou les restaurations. Et donc voilà, c'est validé, enfin c'est voté. Enfin, du coup, pour rebondir sur la question des statuts aussi, enfin, actuellement, les restaurateurs, donc ils sont quasiment tous. Il y a très peu de restaurateurs dans les structures musées. Enfin, ça se compte sur les doigts d'une main. Les restaurateurs embauchés par les musées, ils ont tous un statut d'indépendant, qui est actuellement un statut en extrême fragilité. Enfin, ils sont beaucoup à s'en plaindre et à dire qu'ils arrivent un petit peu au bout de l'exercice. C'est-à-dire qu'en même temps, on marche main dans la main. Donc, comme disait Christelle, c'est en effet des experts qui cheminent avec nous, qui ont vraiment des connaissances que nous, on n'a pas. Donc vraiment, on va chercher chez eux cette connaissance extrêmement précise. Et leur statut fait que, et le fait d'être en tension au niveau des finances dans la fonction publique de manière générale, dans le public en général, fait que eux, ils arrivent en bout de course là, avec des contrats qui se raréfient. Et du coup, le statut de restaurateur devient compliqué. Alors, on a des choses à réfléchir ensemble, mais actuellement, c'est compliqué. Et il y a plein de lignes qui bougent au niveau des emplois, on est obligé de composer avec des postes qui disparaissent. Enfin, je veux dire, quand on dit un musée, c'est des collections et de la médiation. Quand on supprime un service de médiation, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a encore un musée ou est-ce que ça veut dire qu'il faut faire de la médiation de manière différente? Est-ce que du coup on peut faire des collections et de la médiation? Est-ce que c'est le même métier ou est-ce qu'il faut qu'on repense la manière dont on fait la médiation? Donc voilà, donc je pense que du coup dans les musées, et nous dans les petits musées, on est obligé d'inventer peut-être encore plus que dans les gros où il y a un certain nombre de rails où les choses roulent, quoi. Donc voilà, sur cette question de l'intervention sur les collections, donc nous on va je pense plus loin que ce que est la norme entre guillemets. Donc, et puis du coup les amis du musée sont représentés dans la salle. Nous on travaille au musée, on travaille avec les amis du musée sur les collections. Donc ça, c'est des choses, c'est des champs qui s'ouvrent. Quand je dis les collections, c'est le cœur du musée, ça mérite d'appuyer sur ça. Quand on dit, nous, qu'on est des passeurs, en même temps, on a ce poids, cette charge de dire, voilà, s'il arrive quelque chose à une collection, c'est foutu pour l'avenir, cette transmission, on l'a ratée. Donc la conservation des collections, pour nous, c'est la pierre d'entrée de notre métier. Et c'est vrai que quand on arrive à faire bouger ça, donc quand on arrive à dire, nous, on en fait un petit peu plus, alors que normalement, c'est pas notre métier. Quand on appelle des gens extérieurs au musée à intervenir sur les collections, ça actuellement, c'est des lignes qui bougent, quoi. Donc c'est des choses qui nous questionnent et où je pense qu'on est contraint de trouver des solutions. La question, c'est vrai qu'on disait les concours, je sais pas, même cette question des concours, finalement, sur les 10-15 dernières années, c'était la voie où on se posait même pas de questions. Il faut les concours, si on veut être dans la fonction publique territoriale, il faut faire les concours. Bon, finalement, moi, oui, c'est la voie royale, c'est encore ce qui se pratique, mais finalement, il y a plein d'exemples où là ça va pas se passer comme ça, là ça va être un peu différent, des structures privées qui finalement ont plus de moyens que des structures publiques, quoi. Donc finalement est-ce qu'il faut vraiment avoir des concours pour être dans des structures qui ont moins de moyens? Là-dessus, machine à laver, moi d'essorage sur Peut-être sur les aspects de concours et restaurateurs, on a plusieurs restaurateurs en région Bretagne, différentes spécialités, différentes spécificités, qui ont fait l'expérience de passer le concours de catégorie B en assistant, et qui n'ont pas pu trouver de poste. Donc ça a été des fameux reçus-collés parce que trop spécialisés. C'est-à-dire que le CV à la base était trop, donc pas assez d'expérience, de polyvalence. On en connaît plusieurs qui ont fait parce que tout à l'heure, pour montrer peut-être la chaîne patrimoniale et de voir comment c'est important quand on parle de questions de territoire. Tout à l'heure, j'ai parlé du cadre législatif qui évolue. Quand j'évoquais depuis 2009 les changements dans les musées en Bretagne, en direction, en conservation adjointe, ça a eu un impact important sur les restaurateurs qu'on n'a pas mesuré de suite. Le temps que les équipes s'installent, le temps qu'on remette en place des plans
de chantier de collection, revoir ce qui était important, là où on devait intervenir, et bien c'est un temps de latence qui est énorme et qui demande d'aller chercher les financements, etc. Et ça, on ne l'a pas mesuré de suite, mais ça a été catastrophique pour plusieurs collègues restaurateurs, conservateurs en indépendant. Et donc ça a été, on le mesure aujourd'hui, ô combien. Notamment, on le voit avec les ateliers de restauration en région, puisqu'il y a eu plusieurs ateliers de restauration basés dans les régions. Ils étaient 22 à une période, comme les FRAC, comme les fonds régionaux d'art contemporain. Malheureusement, ces ateliers arrivent aussi à une situation difficile, puisqu'ils étaient en format associatif. Certains sont passés en EPCC. Donc, c'est les questionnements qu'il y a actuellement. Donc, on retrouve les mêmes questionnements que pour la gestion d'un établissement culturel. Pour nous, ce qui nous intéresse, les musées, c'est le même questionnement pour les bibliothèques et pour d'autres centres de conservation. Si l'envie est là, c'est que vous y arriverez. Et il faut la nourrir, On a quelques échanges, Monsieur Bouffon, on s'est déjà rencontrés. Voilà, il y a des échanges. Il ne faut pas hésiter. Je crois qu'on est vraiment. Il faut arrêter avec cette idée de scientifiques un peu dans leur tour d'ivoire et inaccessible. Vous voyez, on se prête au jeu ce soir. On essaye de le faire au maximum. Si l'envie est là, vous allez construire ce parcours. On l'a dit. C'est aujourd'hui un contexte, mais je crois que tout contexte professionnel aujourd'hui est mouvant. Je crois qu'on peut l'appliquer dans plusieurs secteurs. Et je crois qu'il faut vraiment se tenir en éveil, en curiosité, et de le construire avec tout ce qu'on a évoqué. C'est un vrai jeu de labyrinthe. Mais en tout cas, si l'envie est là, je pense qu'on vous recroisera sur la route. Dès qu'il y a des stages, des vacations pour l'inventaire informatisé, pour le récollement, c'est vrai que souvent, là on n'est plus en phase de récollement, mais bientôt. Le récollement, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les 10 ans dans les musées, c'est-à-dire qu'on doit vérifier les collections, les marquer, les photographier. Bon, il y a un tas de musées qui ont du retard à ce niveau-là, mais c'est dans ces occasions-là aussi des fois qu'on cherche des stagiaires, des vacataires, pour l'inventaire. Bon, je me dis que c'était aussi une façon aussi de rentrer, mettre un pied dedans, et puis après... Il faut être audacieux, il ne faut pas avoir peur de postuler pour un emploi qui, selon vous, demande beaucoup trop de compétences que vous ne pensez pas avoir. Il faut vraiment y aller, il ne faut pas craindre. Il faut tenter sa chance, multiplier les candidatures et parallèlement avoir ces expériences, ces stages qui vous permettront de vendre votre candidature. Mais vraiment, n'ayez pas peur, il faut vraiment tenter votre chance. Je pense qu'on a répondu à cette question tout à l'heure en disant qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'est-ce qui fait briller les yeux, voilà, c'est ça qui est moteur, quoi, en effet.